Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de Hell in a Cell 2022. Tout d'abord, commençons avec mon niveau de hype pour ce show. C'est assez partagé parce que globalement, tous les matchs dans la carte m'intéressent vraiment. Il y en a un juste qui ne me plaît pas, mais ça j'en parlerai. Mais sinon, globalement, tout m'intéresse. Mais le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a que des matchs du roster de Raw. Il n'y a pas de match de SmackDown. Alors j'imagine qu'à SmackDown, ce vendredi, on va avoir des matchs d'annoncés, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc je vais faire cette vidéo pronostic en parlant que des matchs d'Euro. Et c'est bien dommage, mais la WWE n'a pas booké de match de SmackDown pour le moment. Je ne sais pas si ça arrivera, si on aura au moins un match pour SmackDown. Je n'en sais rien pour le moment. Ce n'est pas le cas, c'est quand même bien particulier. Bref, mon niveau de hype, donc comme je le disais, il n'y a qu'un match qui ne m'intéresse absolument pas. Sinon le reste, j'ai hâte. J'ai juste hâte de voir ça. Donc sur 10, on doit être sur un bon 7,5 sur 10, ce qui est quand même pas mal pour un pay-per-view WWE. Personnellement, je commencerai le show avec un match bien particulier, ça pourra étonner certains, mais je commencerai avec Ezekiel face à Kevin Owens. Je commencerai avec ce match parce que je pense que le public sera très investi. On a pu le voir lors de ces dernières semaines à Raw. Le public est investi dans cette histoire entre Owens et Ezekiel. Le fait que Kevin Owens est vraiment très divertissant. Il est vraiment au top dans cette histoire. Il veut prouver que Elias et Ezekiel, c'est la même personne. Et bref, ça fonctionne vraiment. Et pourtant, c'était mal barré. Clairement, je m'étais dit Ezekiel, frère d'Elias, ça va pas fonctionner. Ou alors ça va être marrant une semaine et après, on va vite oublier. Pas du tout. Pas du tout. Ça fait bien le boulot. Ezekiel fait bien le boulot. Et j'ai juste envie de voir ce match, ce qui est bizarre. Tu m'aurais dit ça il y a un mois et demi, 2 mois, je t'aurais dit oui, bien sûr, j'ai pas envie de voir ça. Pour le coup, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça parce que Ezekiel a montré de belles choses aussi sur le ring. Donc pourquoi pas, j'attends vraiment ce match, de voir ce qu'ils sont ou ce qu'ils vont être capables de nous proposer dans un match d'une dizaine de minutes en pay-per-view. J'ai hâte, je veux voir ce qu'ils vont nous faire. Pour le résultat, je vais quand même aller sur Kevin Owens. Kevin Owens qui a enchaîné un peu trop de défaites en pay-per-view, qui a perdu contre Stone Cold à Mania. Pour moi, il faut lui redonner une victoire quand même. Bon, c'est pas très grave pour Ezekiel de perdre, j'ai envie de dire. Pour le moment, il est dans la mid-card avec Kevin Owens. On sait très bien que il va aller dans la mid-card, il va monter, il va descendre, il va faire que ça. Donc pour moi, Kevin Owens doit quand même remporter ce match. Ça lui fera du bien. On enchaîne avec un match qui là, ne m'intéresse pas du tout. C'est le seul match de cette carte qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas. Ça sera peut-être le moment où je vais aller aux toilettes. Non, bien évidemment que non, parce que j'ai envie de voir tous les matchs pour vous faire des reviews, pour en parler. Il faut voir les matchs, c'est mieux. Bref, c'est Omos et MVP qui vont faire face à Bobby Lashley. Une histoire qui dure depuis WrestleMania et pour le coup, j'en suis pas ravi. J'en suis pas ravi que cette histoire dure depuis longtemps. On pensait qu'avec l'ajout de MVP du côté de Omos, ça allait rajouter quelque chose, ça allait rajouter du piment, ça allait aider Omos. Bon, ça rajoute pas grand chose, clairement, même si je dois l'avouer, le segment Raw ce lundi dernier était vraiment bon avec Bobby Lashley qui fait passer Omos à travers la table. Le seul problème, c'était que ce soit en main event, ça je n'ai pas trop compris, mais le segment était quand même bon. Mais ça me donne pas envie de voir le match quand même. Je veux dire, Bobby Lashley Omos, on a vu ce que ça donnait. Ça va pas être horrible, on le sait, mais ça va être moyen. Et c'est tout. Tu rajoutes MVP qui est un catcheur correct, mais sans plus. Ça va pas te donner un match de folie. Et avec cette stipulation handicap match, donc, je suis pas sûr qu'on va être emballé dans ce match. Bref, pour le résultat, on va aller vite. Pour moi, victoire de Omos MVP. Si tu ne donnes pas la victoire à Omos MVP là, ce sera une grosse défaite pour Omos, que tu essaies de pusher, ou alors c'est que réellement tu crois déjà plus en Omos et tu ne veux plus le pusher. Moi, je me mets toujours à la place de WWE et en ce moment, on pense qu'ils veulent pusher Omos, donc victoire de Omos avec MVP, ça me paraît assez évident. On enchaîne avec Judgment Day. On retrouve Edge, Damien Priest et Rhea Ripley qui vont faire face aux Face, Liv Morgan, AJ Styles et Finn Balor.
Je sais pas si on se rend compte, mais on va avoir Balor et AJ Styles dans un même match, mais ils sont ensemble et on va avoir Edge en face. C'est incroyable. Rien que l'affiche sur le papier, tu me donnes même pas de construction, je me dis que c'est improbable, que c'est incroyable et que j'ai envie de voir ça. Et je trouve que vraiment, la façon de faire, l'histoire a été bien racontée une nouvelle fois. J'avais peur qu'on ne rajoute pas Liv Morgan dans l'histoire, qu'on rajoute juste Rhea Ripley et que finalement Liv Morgan soit mise de côté parce que bah, t'as l'impression qu'il n'y a jamais de plan pour elle en fait. T'as l'impression qu'il y a un plan et après on fait non, non, il n'y a pas de plan. Donc j'avais peur qu'elle soit mise de côté. Bah non, elle est bien rajoutée dans cette histoire et j'aime bien le fait que AJ Styles se mette en coach limite de Liv Morgan comme on a pu le voir à Raw, un AJ Styles qui est venu aider Liv Morgan lors de son combat. J'aime bien ça, j'aime bien un AJ Styles qui va donner de son temps, qui va aider avec son expérience une Liv Morgan qui est jeune et qui n'a pas beaucoup d'expérience justement dans le monde du catch. Donc vraiment, je pense que ça peut être très bénéfique pour Liv Morgan. Mais comme je le dis, ouais, cette histoire est vraiment bien écrite. Ça part de AJ Styles Edge et là on arrive à quelque chose de plus grand, de plus gros. Certains auraient voulu que ce match soit dans un Hell in a Cell. Non, non, ça aurait été trop un bordel. Soyons honnêtes, ça aurait été trop un bordel en termes de caméra, en termes de plan, en termes de spot. Un 3 contre 3 comme ça dans un Hell in a Cell. Non, ça aurait été vraiment un bordel pas possible. Donc je pense pas que c'était une bonne idée. Là, on va avoir un 3 contre 3 plutôt classique et je trouve que c'est plutôt bien. Si on doit aller vers le résultat, je vais quand même aller sur une victoire des Heels, donc de Judgment Day. Il leur faut cette victoire. Si tu leur donnes directement une défaite lors de leur premier match en équipe, en pay-per-view, en PLE, si je devrais dire, en premier live event, bah ça le fait pas. Ça le fait pas et ça serait pas bon pour leur suite de leur histoire. Donc clairement, je vais aller sur une victoire des Heels. Je vois bien facilement Rhea Ripley faire le tomber sur Liv Morgan. Le champion des États-Unis, Terry, défend son titre justement face à Mustafa Ali. Pour le coup, sur le papier, ça me donne très envie. On a déjà vu un petit teaser de ce match à Raw et on sait que ça peut être bon. On sait que ça va être bon. Mais surtout, l'histoire est plutôt classique. Et surtout, il y a eu des semaines où on n'en a pas parlé. Comme la semaine dernière, par exemple, on n'a pas eu de segment pour le titre des États-Unis. Je trouvais ça particulier. Mais surtout, moi je suis heureux parce que on va enfin voir ce titre des États-Unis défendu dans un PLE. Enfin, ça faisait des mois et des mois qu'on n'avait pas vu ça. Je crois que c'est pareil pour le titre intercontinental où ça fait presque un an ou quelque chose comme ça qu'il n'a pas été défendu dans un gros show. Et rien que pour ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ali fait bien le boulot depuis qu'il est de retour, depuis qu'il a décidé de retravailler, entre guillemets. Et face à Theory, ça fait bien le boulot. Et comme je le disais, je pense que le match va être bon si on leur donne, je sais pas, 10 minutes, 11 minutes. Je pense qu'Ali va pouvoir mettre le public derrière son dos et que Theory est facilement hué et Theory est facilement on va dire, irritant. Donc c'est assez facile pour lui de se faire huer, d'avoir des réactions. Donc je pense qu'on va avoir un bon match, qu'on va avoir une bonne réaction du public. Pour le résultat, je vais quand même aller sur une victoire de Terry qui pour moi va conserver son titre. Ali c'est pas mal, mais je vois pas Ali détrôner Terry maintenant. Je verrai pas trop l'intérêt de faire perdre Terry maintenant. Je vois un gros match à SummerSlam, pourquoi pas pour Terry, pour le titre des États-Unis. Donc pour moi, Terry doit garder ce titre de champion des États-Unis. Bianca Belair, la championne d'Euro, fait face à Becky Lynch et Asuka. C'est un peu un bordel toute cette histoire, je ne vais pas vous la rappeler, mais ça part du fait que Sasha Banks et Naomi ont décidé de ne pas catcher lors d'un show. Donc ça a mis beaucoup de plans à l'eau. Je rappelle qu'on était parti sur un Asuka Becky Lynch. On était vraiment sur cette histoire entre les deux. Et finalement, là, on repart sur du Becky Lynch, Bianca Belair, mais on rajoute Asuka dans cette histoire. C'est quand même un poil différent avec Asuka quand même dans l'histoire parce que c'est Asuka tout simplement. Et Asuka, elle prend une part de la lumière et pas qu'un peu. Et heureusement d'ailleurs parce que Asuka est vraiment exceptionnelle. Donc ça, je suis très content. Mais ils ont un peu galéré ces dernières semaines autour de cette division, autour de ces trois personnes-là parce que clairement, c'était pas le plan prévu. Le plan prévu, c'était Bianca Belair face à Naomi. Ils ont dû changer les plans, voilà, pour ce qui s'est passé, on va pas revenir dessus. Mais du coup, ça a créé des segments un peu brouillons, ça a créé des main events un peu brouillons. Je pense à la victoire de Becky Lynch la semaine dernière, c'était un peu bizarre. Bref, il y a eu des segments un peu bizarres, mais ce que j'attends, c'est le match. Parce que on a vu Bianca Belair contre Becky Lynch, c'était excellent. On a vu Becky Lynch contre Asuka, c'était excellent. Donc je me dis que là, tu rajoutes
Becky Lynch, Bianca Belair et donc Asuka dans le même match, je vois pas comment ça pourrait être mauvais. Donc j'ai envie de voir ça. Ça va être vraiment dingue, je l'espère, je l'imagine, hein, si on leur laisse vraiment du temps. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est le faux finish. Voilà, ça me ferait un peu peur. Ou un roll-up ou quoi que ce soit. Parce que je me dis qu'ils n'ont pas trop envie de faire perdre quelqu'un. Donc ça pourrait être bien dommage. Mais sinon, je vois une victoire de Bianca Belair. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle perde ce titre maintenant. Même si Asuka en championne, ce serait très cool. Becky Lynch qui reprend son titre. Je pense pas que ce serait cool parce que ce serait pas le bon moment. Pour moi, là, elle doit être dans sa période où elle tombe au plus bas. Pour moi, Becky Lynch doit tomber au plus bas pour se relever. Bref, pour moi, Bianca Belair doit conserver ce titre. Et le main event, Cody Rhodes face à Seth freaking Rollins dans un Hell in a Cell match. Clairement, ce sera le main event. Il n'y a pas de surprise pour moi là-dessus. Je crois que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu un Hell in a Cell match, il était dans main event. Et puis là, clairement, l'histoire s'y prête au main event. C'est un match main event, c'est un match gros calibre, c'est un match de poids lourd, c'est un énorme combat. Et pourtant, c'est le troisième, donc on pourrait se dire, on se lasse, on n'a pas envie de voir ça. Et pas du tout, pas du tout. Pour moi, clairement, Seth Rollins contre Cody Rhodes, c'est la meilleure histoire écrite cette année, et de loin. Vraiment, il y a eu des bonnes histoires cette année, je trouve. Depuis un an, il y a des bonnes histoires. Mais je trouve que Rollins contre Cody Rhodes, sur 3 étapes, donc sur 3 combats, c'est super bien raconté. Vraiment, il n'y a aucun segment où je me suis dit « Oh, j'ai pas envie. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est nul. » Non, aucun segment. Et surtout, lors de ce dernier segment à Raw où finalement les deux, ça va être violent. Pas violent en mode on va avoir du sang ou quoi que ce soit ou des objets, mais violent dans la bagarre. Une vraie bagarre de brute. Et ça, j'ai apprécié. Une vraie brawl comme on les aime. Et c'était bien violent comme on aime. Donc, c'était parfait pour, on va dire, finaliser tout ce qu'ils avaient fait. C'était parfait avant Hell in a Cell. Maintenant pour Hell in a Cell, ça a double tranchant. C'est-à-dire que l'ajout de la cage, ça peut être super, comme ça peut être un inconvénient. On sait que ça ne marche pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours avec certaines superstars, avec certaines histoires. Je pense que ça peut être exceptionnel. On a quand même 2 catcheurs d'expérience. Je pense qu'ils vont faire quelque chose de dingue, qu'ils vont créer des spots de dingue. Et en parlant de spots de dingue, je sais que Cody Rhodes, il aime bien saigner pendant ces matchs. Et je pense, même si, encore une fois, c'est pas ce que j'aime, vraiment le sang, qu'on rajoute du sang à chaque fois. C'est-à-dire que la violence pour la violence, ça m'intéresse pas dans le catch. Mais je pense que pour ce match précis, je pense que Cody Rhodes va saigner du visage. Et je pense que ce sera le bon moment. Ce sera le bon timing. C'est-à-dire que c'est dans ce Hell in a Cell qu'on doit voir la violence. Et qu'un Cody Rhodes doit saigner. Et là, pour le dire directement, et remporter ce match. Je dois avoir un Cody Rhodes en sang, mais vaillant, qui en sort en héros et qui remporte ce match qui serait à 3-0 donc face à Seth Rollins. Mais ça, à la limite, on s'en fiche. Rollins, il va se relever. C'est Rollins, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour Cody Rhodes gagner dans un Hell in a Cell d'une grosse manière en faisant un énorme combat, ouais, ça lui ouvrirait des portes derrière. Petit spoiler, mais moi, je pense que Cody Rhodes va gagner le Money in the Bank. Ça, c'est ce que je pense depuis quelques mois maintenant. Mais ça, on verra bien. Bref, j'attends énormément ce match. Je pense pas être déçu, vraiment pas. Je crois que ce sera le premier main event en pay-per-view de Cody Rhodes à la WWE. C'est pour vous dire que c'est quand même un événement. Donc, il faudra être présent dimanche parce que je pense que ça va être de la folie. Bref, c'était donc mes pronostics pour Hell in a Cell 2022. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos pronos en commentaire de la vidéo 1. Je les lirai vraiment tous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. On est vraiment plus proche que jamais des 2000 abonnés. C'est une dinguerie, je pense. Même vu comment ça avance, qu'on va atteindre les 2000 abonnés avant Hell in a Cell ou alors au même moment qu'Hell in a Cell, ce qui est assez dingue. Je vous remercierai au moment là. Bref, nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!